en stage ou autre, hein, vous avez, j'ai remis là-dedans énormément de choses que j'avais en ma possession, de différents cours, donc vous aurez, plein de choses sur, la plasturgie. On va faire juste un seul truc, donc on va utiliser très peu on va travailler très peu sur ce poli, c'est plus de la ressource pour vous et à la fin du poli, page, j'y vais, voilà. À la fin du poli, page, 46, là, vous avez, un truc qui s'intitule TDTP, qui va durer 8 heures. Alors cette année, ça sera peut-être un petit peu spécifique, tout le monde le fera peut-être pas. Ça va dépendre, bah, des règles «confinement» entre guillemets, des nombres de redoublants qu'il y aura peut-être qui feront S3, S2. Pour l'instant, il y a encore pas mal d'inconnus, donc peut-être tout le monde fera peut-être pas ce TP, d'accord? Je sais pas. D'accord, donc ici, on s'intéressera donc vous aurez 2 heures de TD. Alors là, je vais regarder ça, je vais vous projeter mon agenda. Du TD qui sera en présentiel, puisque alors, qu'on fasse bien ça, attention. Donc ici, le TD, qui aura lundi prochain, par exemple, d'accord? Il sera bien en présentiel et donc il y en a qui prépareront, avec moi le TP d'injection et les autres prépareront le TP moulage. Donc faites bien attention dans les emplois du temps. Vous avez ces 2 heures par groupe de TD, hein, qui seront, en présentiel, même si c'est étiqueté TD. D'accord? Donc pour le groupe A, c'est lundi prochain le soir et pour le groupe B, c'est le 28. D'accord? Donc là, c'est du TD, mais en présentiel, où on est avec Sylvain, on se répartira le groupe, on le coupera en 2, on fera de la préparation du TP que je suis en train de vous montrer. Donc, faites bien attention à votre, emploi du temps pour ces 2 TD, ce sera du présentiel. D'accord? Voilà la petite remarque. Donc normalement, j'ai étiqueté, alors, la spécialiste pour voir les bugs, c'est, j'ai perdu son nom. Si vous voyez un bug dans l'emploi du temps, Emma, je veux dire, si vous voyez un bug dans l'emploi du temps, n'hésitez pas à me le faire remonter avant qu'il y ait un souci. Voilà, donc normalement ces 2 TD seront en présentiel. On va faire de la préparation du TP et après il y aura un TP moulage et un TP injection. Donc, les autres années, par temps normal, tout le monde le faisait. Cette année, il y aura peut-être qu'une partie des étudiants qui vont les faire, soit moulage, soit fonderie, parce qu'on n'a pas assez de licences pour travailler un par poste. Voilà. Donc en fonction, du nombre d'étudiants que l'on aura réellement au semestre 4, d'accord? Eh ben, vous l'aurez ou vous l'aurez pas ce TP. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire, je ne veux pas faire trop du cours classique. J'ai mis sur Moodle. Donc ici, je vais aller sur Moodle. Je vous ai mis, alors, je vous ai mis tout ce qu'il fallait pour travailler. Où il est ce module? M4202. Ici, vous avez, alors vous ne voyez pas tout comme moi, vous avez le PowerPoint qu'on va faire ensemble tout de suite, d'accord? Et toutes les vidéos que vous allez regarder. Alors, je les ai mis sur Moodle, mais normalement, si tout se passe bien, je les ai mis sur YouTube. Il y en a une qui est déjà, c'est la dernière, et les autres, je les ai mis sur YouTube. Donc, ce sera mieux que de les télécharger, vous pouvez les regarder à souhait. Donc, je vais démarrer ce PowerPoint, et puis vous allez une formule à noter dans votre poly, et c'est tout. Et après, vous allez un peu travailler en autonomie. Alors,
Ça marchait sur Discord, là, tu m'entendais en même temps, Valadass? Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, il a déconnecté maintenant. Ah oui, mais parce qu'il est peut-être sur Discord. Alors par contre, sur Discord, il faudrait que je lui partage mon écran. Non, il verra rien. Voilà. OK, donc j'essaye Discord en même temps. Alors, injection plastique. Donc ça, ce PowerPoint, hein, je vous l'ai mis en ligne sur, alors est-ce qu'il y a la formule? Je ne sais plus. Donc ici, on va parler d'injection plastique. C'est quelque chose qui, bah, pour parmi vous, certains vont travailler là-dedans. Des pièces injectées en matière plastique, il y en a énormément. Ça fait partie des compétences de GMP, de maîtriser la conception de produits et la conception d'outillage. Donc le TP dont je vous ai parlé, on fera la conception de la pièce et on fera la conception du moule en 8 heures. D'accord? Alors, heu, 1 chose que vous pouvez noter, c'est la formule du temps de refroidissement. Alors je ne sais pas si je l'ai laissé dans le PowerPoint ou pas, que je vous ai mis. Heu, En tout état de cause, c'est à la page, normalement de votre document. Vous pouvez la noter au début. J'ai loupé la page. Ah, je retrouve ah oui, si, voilà, page 10. Voilà, vous pouvez noter, page 10, la formule du temps de refroidissement que je vous projette maintenant. Voilà. Donc essentiellement, hein, sur cette formule, ce qu'il faut retenir, c'est que le temps de refroidissement, je ne vous demanderai pas de la retenir bien sûr, est proportionnel au carré de l'épaisseur de la pièce. Donc l'épaisseur du produit est fondamentale. Donc quand on va concevoir une pièce, et alors attention, vous pouvez avoir une pièce qui partout fait 2 millimètres d'épaisseur. Si un endroit elle fait 3 millimètres, c'est ce seul endroit qui va déterminer, là où c'est le plus épais, le temps de refroidissement. Donc comme c'est au carré proportionnel au carré de l'épaisseur, vous voyez bien que, heu, il faut étudier ça finement, d'accord? Donc quand on vous disait travailler à épaisseur constante, bah, c'était, aussi pour ça, quoi, hein. Donc là, ici, vous avez une formule qui vous permet d'estimer le temps de refroidissement d'une pièce. Quand vous avez le temps de refroidissement, vous avez quasiment le coût, machine de la pièce, quoi. Voilà, sans compter le coût d'outillage. Alors, je ne sais pas si elle a été si je l'ai mis dans le PowerPoint, je peux vérifier que je vous ai laissé. Je vais voir ça, on va vérifier ensemble. Hop, je remonte d'un cran. Oui, elle y est, donc vous aurez tout le loisir de la recopier quand vous le souhaiterez. OK, ensuite, on va eh ben, je pourrais commencer par un petit truc. Voilà, je vais vous présenter une vidéo qui n'a rien à voir avec l'injection plastique, mais c'est une vidéo, donc ça c'est, j'ai récupéré ça, c'est il y a pas longtemps. C'est une entreprise à Verneuil-sur-Vienne, 10 personnes. Alors c'est un tour fraiseur, hein, donc ils 10 personnes, ils ont acheté cette machine l'année dernière. Ils ont acheté cette machine l'année dernière, c'est un tour fraiseur avec un robot devant. Donc une cellule robotisée comme ça avec un tour, hein, c'est 300 et quelques mille euros. C'est énorme pour une PME. Alors là, bon, c'est de l'usinage, hein, simple, mais par rapport à la vidéo que je vais vous montrer après. Donc voilà, aujourd'hui, ce que l'on fait dans une PME de 10 personnes. Et ça, c'est pas un bac pro qui va mettre au point cette machine.
et ils ont débauché un technicien d'une autre entreprise Atelier Moderne, hein, je crois que c'est un ancien DUT qui, pas de chez nous, bah, ils ont débauché ce gars-là et qui s'occupe de faire le programme de la machine tournage fraisage de cette pièce et de programmer la cellule robotisée pour que cette machine travaille 24 heures sur 24 dans l'entreprise. D'accord? Donc c'est une entreprise à Verneuil-sur-Vienne, 10 personnes, qui a déjà embauché un ou 2 de nos anciens étudiants et voyez comment ils travaillent. Et ça, et bah, c'est bien dans vos jobs futurs de mettre au point, d'aller installer ça dans les PME. D'accord? Les grands groupes, ils ont déjà la maîtrise de ce genre de travaux. Mais c'est vous qui allez faire ce type de truc dans les PME. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, c'est de l'usinage, mais vous allez voir la vidéo que je vais vous demander de regarder ou qu'on va regarder ensemble. Eh ben, elle se prête, à ces nouvelles méthodes de travail qui se mettent en place progressivement dans les entreprises et donc pour lesquelles on a besoin de techniciens de bac+2 à bac+5, bac+3 je dirais maintenant. Voilà. Et vous voyez que ça, bah, c'est pas forcément très compliqué. Cette année, normalement, vous allez faire un TP. Alors vous allez programmer aussi un robot là ils vont démarrer les premiers, je crois que c'est le 19 janvier. Vous allez avoir un TP où vous allez programmer un robot comme ça et on va faire, de la FAO, mais comme vous avez déjà fait un peu l'année dernière, on va en faire aussi. Donc c'est votre job de mettre au point ce type de production. Vous voyez, l'opérateur n'est pas devant la machine. On n'attend pas de vous que vous soyez un opérateur. Et là, mettre en place des productions comme ça, mettre en place ça dans les PME, c'est pas du niveau bac pro. Alors bon, il y a rien de spectaculaire dans ce qu'on voit, hein, mais c'est juste que je voulais vous montrer, hein, c'est quelque chose que j'ai récupéré la semaine dernière, parce que j'ai dit visiter un stagiaire. Voilà la méthode de travail aujourd'hui, quoi. D'accord? Et l'entreprise, je l'avais visitée il y a une dizaine d'années, et ben, depuis 10 ans, ils font tous les ans des investissements entre 100 et 200 000 € et ils progressent et ils font de la pièce très technique. Ils travaillent 24 heures sur 24. Voilà comment on va travailler. Les entreprises qui ne passeront pas ce cap mourront, d'accord? Et les techniques de travail, travailler comme ça, c'est plus la même méthode qu'il y a 10 ans. OK? Donc voilà. Alors, je reviens sur la plasturgie, hein, n'hésitez pas à intervenir, s'il faut, si vous le souhaitez. Alors, donc, dans le PowerPoint que je vous ai donné, vous avez cette formule à reprendre qu'on servira pour calculer, eh ben, quand vous allez concevoir votre pièce, on estimera le temps de refroidissement et on verra si par simulation, on retrouve à peu près la même chose. Donc vous avez les données, ça c'est dans votre poly, mais vous le retrouvez sur le PowerPoint. Les données spécifiques en fonction du matériau, les températures conseillées d'injection, les températures de moule, les températures de démoulage qui sont utiles pour la formule et vous avez aussi les conductivités thermiques, que vous avez besoin. Donc alors, dans, ce que je veux vous demander de faire, vous allez travailler tout seul. Il y a 4 vidéos, je crois. Donc celle-ci, on va la regarder ensemble, je vous demanderai de rien faire, juste de la regarder. D'accord? Et ensuite, donc la première, celle-ci, on va la regarder ensemble, je vous demanderai juste de la regarder. Et les autres vidéos, là, 2, ici, vidéo des pièces moulées, vous avez le lien sur YouTube. Alors j'espère qu'il marche. S'il ne marche pas, j'ai mis la vidéo sur Moodle. D'accord? Donc ici, on vous représentera, alors je pense que vous l'avez vu l'année dernière, les différentes pièces avec où on revient un peu sur la terminologie. Donc je vous demanderai de me faire, eh ben, un compte rendu, d'accord? Dans lequel vous allez lister, d'après la vidéo, les différents types de moules, les différents types d'alimentation. Vous allez me la lister, d'accord? J'aimerais bien que ce compte rendu soit manuscrit. Vous mettrez ça, et ben, avec le compte rendu de TP que vous me rendrez sur l'injection plastique, si vous l'avez, et sinon vous me le rendrez quand même. J'aimerais bien que ce soit manuscrit parce que ça vous oblige à l'écrire une fois et au moins à noter, voilà, quand vous aurez, moulage, démoulage, type d'injection, par sous-marin, par machin, tous ces noms-là, vous les aurez notés au moins une fois, d'accord? Donc j'aimerais bien que ce soit manuscrit, ce compte rendu. Donc malheureusement, ce sera individuel, d'accord? Donc vous allez regarder cette vidéo. Alors c'est pas trop dur, hein, à un moment, il suffit de faire une pause et puis de noter les mono-empreintes, multi-empreintes, enfin tout ce qui va vous arriver, d'accord? Donc vous ferez ça tranquillement, c'est mieux que de le faire,
On sera en présentiel, on le fera ensemble, mais là ensuite vous aurez une deuxième vidéo là sur les différents moules où ils vous disent, bah, voilà, la plaque Intel ça sert à quoi? L'éjecteur ça sert à quoi? Donc la description, pour être succinct, d'accord? Et normalement le lien YouTube doit marcher. Ah pardon, je ne voulais pas lancer la vidéo et la dernière qui est assez longue, mais ah, qui est super bien. Alors elles sont anciennes, hein, les vidéos, mais elles vous montrent vraiment tous les types de moules avec, bah, du moule le plus simple comme vous avez fait l'année dernière, jusqu'au moule compliqué avec des fonctions dévissage, avec tout un tas de trucs et franchement, c'est très bien fait. Alors je vous demanderai de me faire un tableau avec les différents principes, la description succincte, les fonctions et le schéma, je ne veux pas trop vous embêter avec ça. Soit vous faites, une impression d'écran, soit vous faites rien. D'accord? C'était assez clair sur ce que je vous demandais? S'il y a pas de questions, c'est que c'est suffisamment clair. Alors on va regarder ensemble la première. Elle vous montre les nouvelles méthodes de travail, des PME qui sont dans le domaine de la plasturgie, en particulier dans la réalisation d'outillage. Ça va en corrélation avec la petite vidéo d'introduction que je vous ai montrée. C'est pour quand? Ben, pour le TD, heu impression d'écran et en manuscrit, c'est une bonne, remarque. Bien vu, Émier. Je et ben, pas d'impression d'écran ou un petit schéma si vous le voulez, non, j'aimerais bien que ce soit en manuscrit pour que vous notiez au moins une fois, que ça se mémorise un petit peu. Le fait de noter aide à mémoriser, d'accord? Alors, on y va, on regarde la première vidéo. Bonne remarque d'Émier. C'est pour quand donc pour le premier TD, le 18 ou le 28, je sais plus. Vous faites ça avant, d'accord? Et puis vous allez là, normalement, vous allez avoir le temps de le faire là jusqu'à en 1 heure, ce sera doit être déjà bien avancé, hein. Allez, on regarde la première vidéo. Toujours pas de son? Personne? Ah, bon. Alors sinon, vous pouvez la regarder via YouTube, puisque je vous ai mis le lien et sinon je vais tenter une autre méthode en direct en direct, sans passer par le PowerPoint. Alors, hop.
Allez, j'essaye avec VLC. Vous avez le son cette fois-ci? Bah, BBB, normalement, on partage le son puisque je le faisais, quand j'étais en visio. Alors, le problème, c'est qu'elle envoie peut-être le son dans mon casque. Bon, bah, alors ce qu'on va faire, hein, je vais pas m'embêter, vous avez le lien sur YouTube, vous regardez cette vidéo, d'accord? Alors essayez ce que donc vous prenez le lien là que vous avez là-dessus, normalement ça doit marcher. Alors je vais essayer de me mettre sur YouTube, on va voir si ça partage mieux le son. Est-ce que vous avez le son? Bon, donc si vous avez toujours pas le son, on s'arrête là, je ne sais pas pourquoi. Heu, donc ce qu'on va faire, vous regardez ça de votre côté, ça vous présente bien, hein, vous verrez, toute la partie numérique où on va, exactement avec ce que je comme je vous ai montré la vidéo de la machine d'usinage, vous allez voir que jusqu'à la fabrication des moules où on a une machine, entièrement automatique avec un robot qui alimente, l'usinage des pièces. Donc ça vous montre bien toute la chaîne numérique, du devis jusqu'à la réalisation. Alors là, c'est pas 3D Experience, mais c'est d'autres logiciels. Mais, voilà comment on travaille aujourd'hui. Voilà comment vous, vous allez travailler et ben, on vous embauchera, si c'est dans ce domaine-là, la plasturgie, l'usinage ou autre, pour travailler de cette manière-là. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de regarder l'ensemble de ces vidéos. Alors, je sais pas, je vais partir quelques minutes. Je reste connecté. Vous pouvez toujours poser des questions. Je sais pas, donc au moins jusqu'à 11 heures, puisqu'on avait prévu jusqu'à 11 heures. Maintenant, dans votre emploi du temps, je ne sais pas si vous avez cours après. Vous faites les 3. Vous me faites les 3 là. La première, vous faites rien, vous la regardez juste, d'accord? Celle-ci celle-ci, vous regardez simplement, d'accord? Ça vous donne les nouvelles méthodes de travail. La deuxième, vous allez, lister les différents types de moules à alimentation. Vous verrez, vous avez juste à recopier normalement à la fin et en faire une pause sur la vidéo. La troisième, bah, vous ferez un petit tableau, les organes, les fonctions, la description, d'accord? Et la quatrième, pareil, bah, le schéma, vous ne le faites pas puisque la remarque d'Aimier, je ne veux pas que vous passiez non plus trop de temps à faire ça. Il faudrait que ce soit voilà, si à 11 heures normalement, vous devriez déjà avoir fait pas mal de choses, quoi. Voilà. OK? Ça va? Et vous faites remonter les remarques, via le chat, d'accord? Vous avez cours à 11 heures ou pas? Oui, non. OK, bon, allez. Normalement, si vous débrouillez bien et j'ai pas tess j'ai par contre, je suis pas j'espère que vous aurez accès aux autres vidéos parce que la première, c'est sûr, elle y était déjà sur YouTube parce que c'est moi qui l'ai je l'ai récupérée sur YouTube. Par contre, les autres, je les ai déposées, alors j'espère que vous aurez accès.
OK, impeccable. Bonjour à tous, bonjour Guy. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors on est où Bon, aujourd'hui bah, ça Christian? À marche. la Cité du Peigne, à Oyonnax. Pourquoi la Cité du Peigne? Alors la Parce qualité doit pas être qu'Oyonnax, top en par contre, hein. 630, le Saint-Léger a J'avais confié le déjà monopole de la complexé pour que fabrication ça des rentre dans le peignes. PowerPoint, c'est assez Ça c'est l'histoire ancien de France. C'est vrai. Depuis c'est Oyonnax, c'est quand même devenu la Plastic Valley. Exactement, parce que le buis, à l'origine, pour la fabrication des peignes, s'est transformé en celluloïd, première matière plastique. Et aujourd'hui, nous sommes à Oyonnax, la Plastic Valley. Et donc nous allons visiter La société Georges Pernoud, qui fabrique. qui fabrique des moules et des outillages pour fabriquer des pièces en plastique. On y va. Alors première étape, Christian, dans la réalisation d'un moule, c'est en fait le chiffrage. Exactement, une étape cruciale. Georges Pernoud utilise pour ça deux outils. Le premier, c'est WorkExplore 3D. C'est un outil de la société Sesqua. C'est un viewer qui permet, à partir des données géométriques issues du cahier des charges du donneur d'ordre, d'établir une préétude volumique du moule qui permettra de réaliser cette pièce en plastique. Et donc on prend les natifs qui viennent de CATIA ou de PTC. Exactement. Le deviseur réalise, grâce à ce viewer, une préétude qui va permettre de déterminer, donc, comme je le disais, les volumes, l'outillage dans son ensemble, et ensuite de passer à une deuxième étape qui est l'utilisation de Workplan, c'est une GPAO, qui va donner des coûts, des prix en fonction de l'usinage, en fonction des matières que l'on utilise, et au final, d'établir un devis le plus précis possible, mais aussi le plus rapide possible au client. Sachant que cette partie de vie est quand même très stratégique, la société Pernoud, il y a une dizaine d'années, a décidé de baisser de 30% ses coûts de fabrication des moules. Et donc une fois que le devis est accepté, direction la R&D pour aller un petit peu plus loin dans la définition du produit. Guy, le chef de projet, a pris en charge le projet client. Nous sommes donc à l'étape de R&D. Et là, le but, c'est de travailler sur le process d'injection lui-même et sur la pièce. Le but étant de simplifier cette pièce tout en répondant bien sûr au cahier des charges et donc de simplifier aussi l'outillage par la suite. Et la partie rhéologie est également réalisée sur ce poste-là? Sur un autre poste, avec un autre logiciel, un logiciel de rhéologie, c'est un logiciel de simulation numérique du procédé d'injection. Là, le but, ça va être de faire une pièce avec l'injection plastique le plus rapidement et le plus efficacement possible, toujours pour diminuer les coûts de fabrication et les reprises derrière. Donc là, dans cette étape, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir un moule qui soit capable de réaliser la pièce en une seule opération. Exactement, c'est tout le savoir-faire du mouliste dans cette étape de R&D. Donc ensuite, l'étape, c'est CAO. Exactement, là, ça va être rentrer dans le détail du projet et d'utiliser d'autres logiciels que nous allons voir tout de suite. Donc, troisième étape sur ce poste de CAO qui se trouve juste à côté de moi, il s'agit maintenant de concevoir l'outillage à partir de zéro. On utilise pour ça un logiciel qui s'appelle ThinkSui, qui est une CAO. On va devoir modéliser les pièces constituantes de l'outillage. Et un deuxième logiciel, qui est issu de la société Sesqua, qui permet de référencer toutes les études que l'on a déjà réalisées et toutes les pièces standards du marché. Et cette partie, cette étape de conception du moule, ça prend combien de temps? C'est une partie cruciale, c'est 20% du cycle complet de conception et de réalisation d'un moule. Et chez Georges Pernoud, on fabrique combien de moules par an? 50 moules par an sur ce site. Donc la partie conception du moule est terminée. Nous allons passer maintenant à la CFAO, qui va permettre de déterminer tous les parcours d'usinage pour réaliser ce moule. Exactement, on y va. Alors Christian, là nous sommes au bureau des méthodes. Exactement, le bureau des méthodes qui travaille en collaboration avec le bureau d'études qui se trouve juste au-dessus. Il récupère la définition géométrique des pièces de l'outillage à usiner et finalement travaille avec un outil toujours d'origine Sesqua qui est intégré à WorkCAD, c'est WorkNC. Donc en fait, c'est le logiciel qui va définir les stratégies d'usinage un petit peu. Pas vraiment, si c'était automatique ce serait génial, mais non, l'outil est capable d'analyser les features de la pièce, de définir des stratégies qui lui semblent les plus appropriées pour réaliser l'usinage et de les proposer à l'opérateur. Et si l'opérateur hésite entre deux stratégies, le logiciel peut l'aider pour calculer un petit peu les temps de Exactement. cycle. Le logiciel est là, il a la capacité de simuler le parcours d'outils, de simuler la machine sur laquelle ça va se passer, et finalement de donner à l'opérateur les informations pour prendre une décision la plus optimale. Et quand on parle de simulation, est-ce qu'il sait simuler les collisions par exemple? Ah, bien entendu, il simule non seulement le parcours d'outils sur la machine avec les outillages, et donc les éventuelles collisions entre l'outillage, l'outil et la pièce. Guy, nous quittons finalement le bureau d'études où on a réussi à générer les parcours d'outils en fonction de la modélisation d'outils. Nous arrivons dans l'atelier. Le programme de CFAO arrive directement dans la machine-outil. C'est une machine-outil 5 axes à moteur linéaire avec 180 outils qui sont stockés derrière. La longueur et le diamètre des outils sont vérifiés par un faisceau laser. Donc on travaille vraiment à 2 micros sur cette machine.
Alors pourquoi une telle débauche de technologie? Finalement, pour réaliser 50 outillages par an, ça paraît presque surdimensionné. Mais 50 outillages, en fait, c'est 50 moules. Et il faut savoir que chaque moule, lui, comprend entre 150 et 200 pièces différentes, ce qui fait quand même 10 000 pièces à usiner par an sur cette machine. Et comme vous le voyez, chaque pièce est usinée, chaque pièce est unitaire, c'est quand même quelque chose d'important. Et on a un robot derrière qui vient charger les différentes pièces à tour de rôle. Alors justement, un robot, généralement, c'est employé quand on a des temps de cycle courts, pour des grandes séries. Là, finalement, les temps d'usinage, ce sont chaque fois des pièces uniques, durent quelquefois une demi-heure. Pourquoi mettre un robot en entrée de machine? Oui, mais justement, c'est la différence chez Georges Pernou, c'est que chez Georges Pernou, le temps de travail est peut-être d'une demi-heure, une heure, le robot va rien faire pendant une heure. Seulement, ici, on est en une équipe, et l'usine tourne 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le soir, en fin de cycle, les personnes partent, le robot est alimenté pour travailler toute la nuit, et travaille toute la nuit. Ok, c'est très beau tout ça, mais s'il y a un problème, mettons qu'un outil de la machine-outil qu'on a devant nous casse, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne dans l'usine? Alors justement, il y a un opérateur qui reçoit un SMS, qui peut via Internet se connecter, prendre la main sur la machine, il y a une webcam qui est intégrée dans la machine-outil, qui regarde si c'est une casse outil, va les remplacer l'outil par un autre. Au pire, si c'est une casse d'outil, puis il n'y en a pas d'autre outil, il va remplacer la pièce, il va donner l'ordre de changer la pièce va repartir, va être mise de côté, une nouvelle pièce va venir et va être usinée. C'est clair que si c'est le robot qui a un problème, bon, l'opérateur va devoir se déplacer, mais c'est quand même suffisamment rare. Prochaine étape? La finition. Pendant que nous nous dirigeons vers l'ajustage, Christian, il faut savoir qu'il y a une étape intermédiaire, quelque part, une fois la production réalisée, on passe sur une machine de mesure tridimensionnelle qui va vérifier déjà que la pièce est conforme. Étape de finition, donc, avec la partie inférieure d'un moule que j'aperçois là sur notre gauche, Guy. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Oui, donc là, on a la partie inférieure, la partie supérieure. Donc on est vraiment dans l'ajustage, vraiment la finition manuelle. Et ça va être pour une pièce comme celle-ci, où vous voyez qu'il y a deux parties plastiques différentes. Il y a des inserts en acier, et il y a même le joint qui est fabriqué, tout ça en une seule opération. Donc la pièce va venir ici, par la suite, et c'est ce que va produire ce moule. Ok. Donc là, on a un moule qui est finalisé, avec des actionneurs qui permettent de réaliser différentes opérations sur la pièce que l'on vient de voir. Voilà, c'est l'étape de finition, et ensuite le moule va être livré au client final. Ok. Guy, finalement, une belle visite de cette entreprise Georges Pernou. On a en main une pièce finalisée. On a appris comment on réalisait le moule de l'outillage qui permettait de la fabriquer. Tout à fait, mais Christian, en fait, vous vous rappelez l'histoire du peigne? Ah oui, je me rappelle. On va visiter le musée du peigne à Oyonnax. Je vous suis. À bientôt sur manufacturing.fr. Toutes les pièces réunies sur ce plateau sont réalisées par injection de polymère thermoplastique. Cette chaise de jardin, par exemple, est injectée dans un moule mono-empreinte. Ces bouchons sont injectés dans un moule multi-empreinte. Cette palette de manutention est moulée dans un moule à coquille. Tout comme ces pommeaux de levier de vitesse. Autre exemple, cet élément de programmateur de machine à laver est injecté dans un moule à tiroir. Ces ébénisteries automobiles sont injectées dans des outillages qui comportent des tiroirs et des cales mobiles.
Ces bouchons sont injectés dans des moules à dévissage Quant à cet autre bouchon, il est démoulé par déformation. Cette pièce technique est injectée par carotte directe, alors que celles-ci sont alimentées par un seuil d'injection de type souple. Alors que celles-ci sont alimentées par un seuil d'injection de type sous-marin. Ces roues dentées et ces conditionnements de cosmétiques sont injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Ces petites pièces techniques sont injectées dans un moule 32 empreintes alimenté par mini-carottes. Ce conditionnement de laitage est injecté à haute cadence grâce à un système d'alimentation sans rebut. Ce bouclier automobile est injecté dans un moule alimenté par bloc chaud, c'est aussi le cas de cette planche de bord. L'automobile est injecté dans un moule alimenté par bloc chaud. C'est aussi le cas de cette planche de bord. Dernier exemple, ces pièces sont injectées dans un moule alimenté par bloc froid. On parle aussi de canal canadien ou de canal isolant. Au travers de cette présentation, je viens d'énumérer un certain nombre de termes techniques qui sont tous relatifs aux grands principes de conception des moules. Moule mono ou multi-empreinte, à coquille, à tiroir, à cale mobile, à dévissage, à fonction noyau. Tiroir, à cale mobile, à
dévissage à fonction noyau. Alimentation avec rebut ou sans rebut, alimentation par carotte, canot, seuil, sous-marin, bloc chaud, bloc froid, canadien, mini-carotte ou encore capillaire, moule 3 plaques. Avant de nous intéresser à ces différents types de moules d'injection, je vous propose de revoir le principe de l'injection et le comportement du polymère dans l'empreinte du moule. En général, les moules d'injection sont constitués de deux parties. Voici deux moules d'injection. Ces outillages comportent une partie fixe et une partie mobile. Elles sont séparées par un plan de joint. Les moules sont constitués de plaques et d'empreintes usinées dans des blocs d'acier. Ils comportent également des éléments standards, colonnes, doigts, éjecteurs, buses, vis de fixation, etc. Je vous propose, grâce à l'image de synthèse, de reconstituer un moule et de visualiser les différents éléments qui le composent. La partie fixe du moule comporte une plaque porte-empreinte femelle, 4 colonnes de guidage, une plaque semelle, une buse d'injection et une bague de centrage. La partie mobile du moule comporte une plaque porte-empreinte mâle, des bagues de guidage des colonnes, une batterie d'éjection, une plaque semelle. Voici la carcasse du moule. La bague de centrage. L'axe L permet deux parties du moule et donc des empreintes mâles et femelles. La buse moule assure la fonction alimentation de l'empreinte du moule. L'empreinte, appelée aussi refroid pièce, donc impérativement évacuer les calories libérées par le polymère lors de son changement d'état de liquide à solide. La fonction refroidissement des empreintes du moule permet donc la solidification du polymère dans l'empreinte du moule. Après démoulage et éjection de la pièce, le moule se referme. Attention, lors de la fermeture du moule, les éjecteurs de faible diamètre risquent de marquer l'empreinte ou de se détériorer. La batterie d'éjection est donc équipée de rappels de batterie qui ramènent les éjecteurs en position moulage. Pièce d'aspect. Comme nous l'avons vu au début de ce film, dans la plasturgie, les spécialistes ont pour habitude de désigner les moules d'injection par rapport à leur système d'alimentation et aux techniques de démoulage des pièces. On utilise deux grandes catégories de systèmes d'alimentation des empreintes, les systèmes d'injection avec rebut et les systèmes d'injection sans rebut. Pour alimenter les empreintes des moules, les spécialistes ont imaginé différents systèmes d'alimentation. Cette poubelle, par exemple, est injectée par carotte directe.
Voici deux exemples de grappes d'injection. Ces pièces automobiles sont injectées par carottes, canaux et seuils. Elles sont séparées des canaux après injection. Autre exemple d'alimentation avec rebut, toutes ces pièces ont été injectées par carottes, canaux et sous-marins. Et voici le sous-marin qui a permis l'injection de ces pièces. En revanche, toutes ces pièces ont été injectées sans rebut dans des moules à canaux chauds. Autre application des moules à canaux chauds, cette cagette par exemple a été injectée par 3 carottes directes. Enfin, pour terminer, un cas particulier. Ce canal, appelé couramment canal canadien ou canal isolant, a permis l'injection de ces pièces techniques sans rebut. Il est temps maintenant de découvrir en action ces différents systèmes d'alimentation. Cette pièce électrique est injectée dans un moule mono-empreinte alimenté par une carotte, des canaux et des seuils de type sous-marin. Ces têtes de vaporisateurs sont également injectées par sous-marin dans un moule 16 empreintes. Ces ébénisteries automobiles sont injectées dans un moule 2 empreintes par des seuils de type sous-marin appelés communément courges. Revoyons le principe de l'injection par sous-marin. Ce système d'alimentation des empreintes permet le dégrappage automatique des pièces à l'ouverture du moule par rupture des points d'injection de faible diamètre. Ces bouchons, ces pignons, ces conditionnements pour cosmétiques ont été injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Le capillaire, c'est un seuil d'injection cylindrique de très faible diamètre. Voici la moulée, les pièces, et préfère pour être par exemple et aux techniques laisser les ondes à pièces sont des Dans un Cette pièce électrique est injectée dans un moule mono-empreinte alimenté par une carotte, des canaux et des seuils de type sous-marin. Ces têtes de vaporisateurs sont également injectées par sous-marin dans un moule 16 empreintes. Ces ébénisteries automobiles sont injectées dans un moule 2 empreintes par des seuils de type sous-marin appelés communément courges. Revoyons le principe de l'injection par sous-marin. Ce système d'alimentation des empreintes permet le dégrappage automatique des pièces à l'ouverture du moule par rupture des points d'injection de faible diamètre. À l'ouverture du moule par rupture des points d'injection de faible diamètre. L'ouverture du moule par rupture permet le dégrappage automatique des pièces à l'ouverture du moule par rupture des points d'injection. Dégrappage automatique. Ce système d'alimentation des empreintes permet le dégrappage automatique des pièces à l'ouverture du moule par rupture des points d'injection de faible diamètre. Ces bouchons, ces pignons, ces conditionnements pour cosmétiques ont été injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Le capillaire, c'est un seuil d'injection cylindrique de très faible diamètre. Voici la moulée, les pièces et le rebut. Ces conditionnements de cosmétiques sont injectés par capillaire dans un moule 3 plaques. Ouverture du moule au niveau du plan de joint carotte, puis au niveau du plan de joint pièce. Éjection de la carotte et démoulage des pièces. Le moule comporte donc deux plans de joint. La première ouverture du plan de joint carotte permet la rupture des capillaires. Un système de crochets et de rampes permet ensuite l'ouverture du moule au niveau du plan de joint des empreintes. Une plaque lunette éjecte enfin les pièces. Ces pignons, surmoulés, sont également injectés par capillaire dans un moule 3 plaques.
Vous l'avez remarqué, les systèmes d'injection par capillaire et sous-marin permettent le dégrappage automatique des pièces. Ce bouchon fileté est injecté par capillaire dans un moule 8 empreintes alimenté par bloc chaud. Le démoulage des bouchons par déformation est assuré par une plaque de dévêtissage. Ces bouchons sont injectés dans un moule 24 empreintes. Les empreintes sont alimentées par des capillaires et par des canaux chauds régulés aux environs de 300 degrés. Notons que des éjecteurs tubulaires assurent le démoulage et l'éjection des pièces. Voici un exemple de bloc chaud démonté et les busettes chauffantes. Voici un bloc chaud monté dans la partie fixe d'un outillage. Analysons le principe de ce système d'alimentation sans rebut. Ce moule 32 empreintes assure l'injection en grande série de petites pièces techniques en polyacétal. Ce moule est équipé d'un système à canaux chauds avec alimentation des empreintes par mini-carottes et sous-marin. Grâce au canal canadien, ces pièces sont injectées sans rebut. Voici le canal isolant qui permet l'alimentation des 4 empreintes par capillaire. Notons que les seuils sont maintenus en température par des busettes chauffantes. Le démoulage des pièces. Démoulé par Les contre... Ce moule de 30 tonnes assure l'injection de ces semelles de palettes de manutention sur une presse de 2500 tonnes.